Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. J'ai eu en consultation l'autre jour le cas d'une chatte agressive, vraiment très agressive. Dès qu'un truc la contrariait, elle se tendait un peu et puis attaquait. Ça, c'est pas facile à vivre pour les propriétaires. Non. Et en discutant, sa propriétaire m'a dit « Mais bon, de toute façon, c'est normal, elle a été mal sevrée. » C'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai moi aussi vu une chatte agressive et son propriétaire m'a dit assez rapidement dans la conversation « Elle n'a pas été bien sevrée ». En fait, dès qu'un animal présente un comportement anormal, l'argument du sevrage ressort très vite. Ça vaut pour les chevaux, les chiens, les chats, c'est toujours la faute du sevrage. Comme si c'était le seul moment de la vie qui pouvait être traumatisant. Ma minette agressive avait par exemple eu très peur de son propriétaire un jour et ça expliquait les agressions. T'as pu comprendre, toi, pourquoi celle que t'as vue en consultation attaquait ses humains ? Pas évident. Elle sortait, elle avait une vie qui semblait lui convenir. La propriétaire a continué en disant que pourtant, elle avait demandé conseil à une comportementaliste féline. Alors, on en a déjà parlé, mais le terme de comportementaliste, en français, il peut être utilisé par toutes les personnes qui s'intéressent au comportement des animaux, sans forcément de formation scientifique solide derrière. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'un comportementaliste est une personne experte. Et en l'occurrence, elle ne devait pas vraiment l'être. Elle avait conseillé à la propriétaire de prendre la chatte par la peau du cou, comme l'aurait fait sa mère pour la punir. Et forcément, la chatte se rebiffait et agressait quand on faisait ça. Mais la comportementaliste était allée plus loin, en conseillant de ne pas lâcher et de plaquer la chatte au sol jusqu'à ce qu'elle cesse d'agresser. Ouh là là, ça fait vraiment mal aux oreilles d'entendre ça. Il y a plein de points sur lesquels on pourrait revenir. D'abord, les mamans chats ne font pas ça, on l'a déjà dit. D'autre part, elles prennent leur chaton par tout le cou et pas seulement par la peau. Et puis, elles font ça uniquement pour déplacer le chaton et changer de nid, jamais pour le punir. Oui, et pour ce qui est de plaquer le chat au sol, c'était juste une interaction extrêmement désagréable qui avait pour but de rechercher la résignation chez la chatte. Alors forcément, elle se résignait sur le moment. Par contre, les fois suivantes, elle faisait surtout tout pour éviter que ça recommence. Donc, autant agresser d'emblée, vite et fort, pour ne pas avoir à subir cette situation à nouveau en mettant les humains à distance tout de suite. Tu m'étonnes. Bon, globalement, on entend beaucoup de bêtises sur le sevrage et on a un peu tendance à tout lui mettre sur le dos. On entend par exemple qu'il faut que l'humain éduque comme la maman l'aurait fait, ce qu'on vient de dire. En fait, on ne sait pas vraiment ce que la maman fait en termes d'éducation chez le chat. On sait qu'elle transmet ses préférences alimentaires. Elle a aussi un rôle pour stimuler l'émission d'urine et de sel chez le tout petit chaton. Et ça marche aussi chez les chiots. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important de le faire vous-même quand vous trouvez des chatons nouveau-nés. Mais à part ça, vouloir recréer ce rôle complexe et assez mal connu, c'est assez illusoire. On sait aussi que la portée a un rôle dans le développement du jeu. Les chiots et les chatons interagissent ensemble au sein de leur fratrie à partir de l'âge de 3 semaines et commencent à jouer. Chez le chaton, ce comportement est assez vite redirigé sur des objets plutôt que sur les frères et sœurs. Les chiots, eux, ils apprennent à s'ajuster les uns aux autres, à ne pas faire mal aux autres. La mère peut jouer aussi avec la portée à ce moment-là. Clairement, sur tout ce pan-là, on est incapable de remplacer la mère. On ne fera pas aussi bien qu'une fratrie de chiots ou de chatons, ni qu'une mère en termes de communication. Donc oui, on peut arrêter le jeu si le chiot ou le chaton mordit trop fort, mais certainement pas prendre par la peau du cou pour punir. On a aussi tendance à négliger un petit peu l'autonomie dont sont capables les chiots et les chatons. À partir de 3 semaines, commence une période qui est dite sensible, à laquelle nos jeunes carnivores commencent à explorer le monde. C'est la période à laquelle ils vont se familiariser avec leur environnement. C'est donc important de les exposer, à petite dose bien sûr, raisonnablement, à ce qu'ils vivront plus tard. Bien sûr, il n'est pas question d'emmener un chiot de 3 semaines au marché, mais on peut leur faire entendre des sons, découvrir d'autres espèces, commencer à les manipuler tout doucement. Et ils arrêtent aussi de consommer du lait à cette période-là, peu à peu. Et ils commencent à mâcher. Ainsi, si vous trouvez un chaton dont l'âge est estimé autour de 4-5 semaines par votre vétérinaire, il n'est pas forcément utile de se précipiter pour acheter du lait maternisé. Parfois, de la pâtée et des croquettes pour chatons suffisent. Et ça peut éviter de faire des bêtises, comme donner un lait de mauvaise qualité ou faire une fausse route au chaton. À ce propos, on parle bien de lait maternisé. Pour la petite histoire, un jour, j'ai voulu aller acheter du lait maternisé pour chatons en animalerie et la vendeuse m'a proposé à la place des friandises lactées. Surtout, n'achetez pas ça, c'est pas du tout adapté à la croissance d'un chaton.
Oui, le lait maternisé, c'est en poudre, et il faut bien vérifier que c'est un aliment complet et pas un aliment complémentaire. On ne peut pas non plus le remplacer par du lait de vache ou du lait de chèvre. C'est complètement inadapté à un chaton ou à un chiot. Bon, parenthèse nutrition refermée. Au-delà du développement des bébés, on entend aussi parfois qu'il faut que les chiots ou chatons restent longtemps dans leur famille d'origine, alors que l'âge légal de cession est fixé à 8 semaines. On voulait vous aider à savoir où était la vérité. Eh bien, en fait, la vérité, c'est quelque part entre les deux. Mathilde vous parlait tout à l'heure de la période sensible. On sait qu'elle se termine à l'âge de 3 mois. En gros, après 3 mois, le chiot ou le chaton aura davantage peur de la nouveauté et la familiarisation au niveau stimuli sera moins facile. Donc, laisser un chiot dans sa famille de départ jusqu'à 3 mois, s'il a grandi dans une ferme et doit ensuite vivre en ville, ça peut être un vrai problème pour son adaptation à la vie future. Par contre, si le milieu de départ est suffisamment riche et ressemble à celui de la future famille, pourquoi ne pas laisser le chiot ou le chaton un petit peu plus longtemps avec sa fratrie, surtout pour un chiot dont on ne sait pas trop s'il pourra ensuite voir d'autres chiens à l'arrivée. Mais dans tous les cas, 12 semaines c'est un peu tard parce qu'on se prive complètement de cette période sensible. Alors, chez le chat, par contre, a priori, il semblerait qu'il y ait effectivement davantage de problèmes de comportement chez des chats qui ont été séparés de leur mère avant l'âge de 12 semaines. Donc peut-être que pour un chat, on peut attendre un peu. Mais c'est pas vraiment une raison pour vouloir remplacer la mère dans le cas d'un chat qui a été récupéré plus tôt. Et pour le cheval, alors là, c'est un peu différent. En élevage, on a tendance à sevrer les chevaux très tôt, vers 4 à 6 mois et de manière brutale. Dans la nature, l'âge normal de sevrage est plutôt autour de 8-9 mois. Et surtout, le sevrage se fait très progressivement. Le poulain va rester entouré des adultes présents dans son groupe familial et souvent, il reste avec sa mère et les poulains plus jeunes que lui, au moins jusqu'à l'âge de 2 ans. Le sevrage alimentaire est aussi progressif. Alors qu'en élevage, on va séparer les poulains de leur mère pour les mettre tous ensemble, ce qui est en plus stressant pour eux puisqu'ils vont devoir être entre jeunes et pas avec des adultes familiers. On sait aussi qu'un sevrage brutal va augmenter les stéréotypies, diminuer les capacités d'interaction avec d'autres chevaux et altérer la relation avec l'humain. C'est sûr que pour des raisons financières et utilitaires, on aimerait pouvoir avoir le poulain à disposition rapidement et le faire grandir vite, mais pour son bien-être et pour la relation avec l'humain, il vaut mieux savoir prendre son temps. Donc Mathilde, si on résume, c'est pas la peine de vouloir remplacer la mère parce que c'est juste pas possible. Sur un chaton ou un chiot récupéré trop tôt, l'idéal est quand même de l'exposer à des congénères, en faisant bien sûr attention à la transmission potentielle de maladies. Il faut aussi veiller à donner une alimentation appropriée. Chez le cheval, on va conseiller plutôt un sevrage progressif et on met le poulain avec des adultes et d'autres jeunes, en faisant attention à ne pas lui donner trop de concentré qui favorise l'apparition d'ulcères gastriques. Chez les chiots, le sevrage se fait à peu près vers 8 semaines. Chez les chatons, on peut conseiller autour de 10 semaines. Et surtout, même si un sevrage précoce favorise l'apparition de troubles du comportement, c'est démontré, il ne faut pas tout mettre sur le dos du sevrage. Si vous avez un souci de comportement avec votre animal, vous pouvez vous rapprocher d'une personne compétente pour étudier les solutions avec elle ou lui. Il y a toujours des solutions à trouver. En l'occurrence, pour la chatte dont je parlais au début, le problème c'était les interactions désagréables répétées qu'elle avait avec les humains. En aidant les humains à mieux la comprendre, les choses sont rentrées dans l'ordre. N'hésitez pas à nous faire part de vos histoires de chatons trouvés qui sont devenus les chats les plus mignons du monde. Et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou sur notre compte Instagram. On vous dit à très bientôt dans Vétologie.